Vous êtes sur CML 13 Télévision, messieurs, dames, vous faites bien. Bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous en ce mardi 20 février 2024, monsieur Platini Bandou. Il est cadre au sein de la plateforme Union Sacrée. Il est aussi président de sa propre fondation, la fondation qui porte justement son nom, Platini Bandou. Alors avec lui, nous allons encore y venir sur l'agression au Nord Kivu. Oui, on en parle encore car cette fois-ci, le Rwanda rejette l'appel, on va dire, des États-Unis demandant ainsi le retrait de ses troupes et des systèmes de missiles dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali affirme défendre son territoire alors que le Congo procède à un renforcement militaire spectaculaire près de sa frontière. Alors de l'autre côté, messieurs, dames, il y a eu une énième bombe de l'armée rwandaise larguée lundi, donc hier, dans la cité de Sake, à 27 km précisément, on va dire, de la ville de Goma, avec comme conséquence, il y a eu mort d'un enfant et un autre s'est retrouvé blessé, renseigne ainsi l'agence congolaise de presse. Alors, quelles sanctions mérite le Rwanda qui viole délibérément les droits internationaux? Quelles pistes de solutions pour résoudre définitivement ce conflit, car il s'agit des vies humaines qui partent en vrille. Alors, au second lieu, nous allons parler des consultations menées par l'informateur Augustin Kabouya en vue d'identifier une majorité présidentielle au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Le travail va en bon train. Tour à tour, les représentants de partis et regroupements politiques répondent à l'invitation de l'informateur Augustin Kabouya. Mais la question, qu'attendre de ces travaux? Quel portrait dresser pour le prochain gouvernement, justement le gouvernement qui va succéder au gouvernement dit de Warrior? Je l'ai dit, pour répondre à toutes ces questions et tant d'autres, messieurs, dames, nous allons échanger avec Maître Platini Bandou, à qui je dis bonjour. Bonjour, Maître. Bonjour, madame. C'est toujours un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Bon, on va dire bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maîtresse chez Ces plateaux vous a manqué. C'est maîtresse chez moi de manière générale. Mais l'émission m'a manqué beaucoup parce que c'est la dernière fois que nous avons passé une émission avec vous, c'était en 2023. Et maintenant, nous sommes en 2024. Et puis, c'est la première fois et j'ai profité de l'occasion pour vous souhaiter bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Mais avant de revenir sur le rejet du Rwanda, de quitter ou de retirer ses troupes du sol congolais, nous allons revenir sur le mini-sommet qui s'est tenu le week-end à Addis Abeba. Et là, il y a eu une option qui a été levée, celle d'un dialogue. Alors, en réponse, le président Félix-Antoine Tshisekedi a souligné qu'il ne va pas dialoguer avec le M23, il y a cette nuance, mais avec les Rwandais, si seulement, pas à n'importe quel prix. Vous pensez que c'est une bonne décision? Madame, je crois que c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que moi je ne comprends pas. Quand je suis à la télé, je vois Willy Wenga, je vois Bertin Bissimois en train de réclamer que le pays est mal géré, que le pays est mal gouverné, et le régime Tshisekedi, ils sont en train de faire les détournements, ainsi de suite. Eux, ils veulent que les choses changent. C'est des discours que j'ai entendus dans la bouche de ces deux messieurs que j'ai cités. Mais lorsqu'on appelle les gens au dialogue, au lieu de voir M. Willy Singoma et puis M. Bertin, y compris Corneille Nanga, de venir tout autour du président angolais pour échanger sur la paix à l'est du pays, parce que c'est entre les Congolais, entre guillemets, mais je vois le président Paul Kagame aller à leur place. Mais finalement, si eux, ils estiment que ce n'est pas le Rwanda qui leur soutiennent, parce que si c'était le Rwanda, ils allaient déjà arriver à Kinshasa, selon les dires de M. Bertin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont le président d'un pays qui commence à leur représenter? Là, c'est premièrement. Deuxièmement, le M23, qui sont en train de réclamer, ainsi que les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Ok? Parce que le chef d'État avait déclaré cela à Paris. Les Banyamulenge sont des Congolais. Les M23, c'est entre guillemets, ce sont des Congolais. Maintenant, s'ils sont des Congolais, Paul Kagame cherche la paix avec nous par rapport à quoi? Réfléchissons un peu de manière coordonnée. Lorsqu'on cherche la paix avec la RDC, mais qu'est-ce que la paix là, c'est par rapport à quoi?
Parce que si nous sommes en train de discuter à l'interne, on dit le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire, les M23, je prends Corneille Nangaa et les autres, je prends les Banyamoulins qui sont nos frères et sœurs, on peut se retrouver pour dialoguer. Mais, permettez-moi de dire ça, les Kamboya Kagame et Nakati Zanini. C'est ce que je ne comprends pas. Troisième point. Le troisième point, c'est que j'ai compris une chose. Au départ, on était à l'EAC. À l'EAC, les accords ont été signés pour une mission offensive, c'est-à-dire Kobunda. Mais il n'y a pas eu cela. Nous avons quitté, ils se sont retirés. Maintenant, nous sommes avec la SADC. On a déjà signé les documents que la SADC est venue avec une force offensive, c'est-à-dire attaquer. Le matériel militaire est déjà ici en RDC. Mais pourquoi est-ce que vous allez chercher maintenant le dialogue? Parce que le ministre, le secrétaire d'État américain a fait le déplacement en Angola, en Afrique du Sud, et ils veulent maintenant imposer le dialogue au chef de l'État. C'est pour ça que le chef de l'État a dit, niet, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier sur la souveraineté d'un État. La RDC, nous sommes un État souverain, on ne va pas dialoguer avec un voisin qui s'est dit, il vient défendre les gens qui sont dans notre propre pays. Donc moi, ce qui m'étonne... Non, nuance, s'il vous plaît, Maître Platini. Le chef d'État a refusé de dialoguer avec le M23, le mouvement rebelle M23. Par contre, il accepte de négocier avec Kigali, avec le Rwanda, seulement pas n'importe quel prix. Madame, est-ce que ça, c'est lui imposer ce dialogue du moment où il accepte de le faire à son propre gré? Parce qu'il a refusé de le faire avec le mouvement rebelle. De l'autre côté, il accepte de le faire avec le Rwanda. Le non-dit, c'est quoi derrière tout cela? C'est que le Rwanda vit derrière la RDC. C'est ça les non-dits. Et les non-dits, c'est quoi? C'est aussi que la RDC, les dirigeants du passé ont signé des accords avec la RDC. Ils ont déclaré une partie de l'Est comme étant une zone sinistrée avec un fonctionnement un peu particulier. Les dirigeants du passé ou les dirigeants actuels? Les dirigeants du passé. Parce qu'en 2009, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'était pas président. En 2013 non plus. En 2013, vous parlez de l'année où les M23 ont été défaits ou vaincus? Non, les M23 n'ont jamais été vaincus, madame. Ils n'ont jamais été vaincus. Les M23 ont adhéré dans les institutions avec 43% dans les institutions. Ils n'ont jamais été vaincus. Aujourd'hui, lorsque le chef d'État a pris le pouvoir, il y a eu des M23 qui étaient au Parlement. En 2018, ils étaient au Parlement, ils étaient dans les institutions de notre pays. Alors, quand le président a décidé de changer avec eux, de les accueillir, les loger et discuter, c'était quoi l'idée, selon vous, qui était cachée derrière? Et c'était pour dissoudre ou mettre fin aux accords que vous reprochez au régime antérieur, ou c'était pour une autre raison? Parce que là, les regards braqués ou les indiscrétions disent que c'est durant ce moment que le président a, bien sûr, il y a eu des accords en fait qui se sont formés entre la RDC et le Rwanda. Madame, il faut situer le débat. Lorsqu'ils ont signé les accords avec le gouvernement passé, à l'arrivée du chef de l'État, ils étaient venus pour vérifier si le chef de l'État va respecter les accords. Mais le chef de l'État a démontré à suffisance de preuves que dans notre pays, on ne peut pas, qui que vous soyez, peu importe le poste que vous occupez, ne peut pas signer des accords en mettant en difficulté notre pays. Et il faut savoir aussi que ces accords ont été signés en face d'un président étranger, d'un pays africain, je crois, Uhuru Kenyatta. Il a posé la question à celui qui était le représentant de la RDC, qui était ministre des Affaires étrangères. Les documents que vous êtes en train de signer, est-ce que vous savez ce que ça va vous coûter dans les jours à venir? Le ministre des Affaires étrangères a quand même signé. Et le chef de l'État dit niet, il ne va pas accepter de laisser que l'Est du pays soit traité comme une zone sinistrée avec une administration particulière. Et voilà pourquoi, lorsque le chef d'État a refusé, ils sont rentrés pour faire la guerre au chef de l'État. Et la guerre au chef de l'État, aujourd'hui, le Rwanda profite de cela. Pourquoi il profite de cela? Parce que les Occidentaux financent le Rwanda. Parce qu'il faut savoir que le budget national du Rwanda est financé à 50% par les Occidentaux. Le budget militaire du Rwanda est financé à 75% par les Occidentaux. Là, il y a des usines, des raffineries, des matières premières que le Rwanda n'a pas. Donc, en d'autres termes, ils prenaient ça ici en RDC. Or, ils ne veulent pas que cette situation s'arrête. Et c'est ça l'objet de la guerre. Mais s'il faut négocier, nous allons négocier donc pas dans une position de faiblesse, dans une position
pas non plus de force, mais des positions de souveraineté. C'est-à-dire que nous récupérons d'abord la totalité de notre pays, de 2 345 km² 410, et puis c'est après que nous allons voir comment négocier. Mais par rapport aux brebis galeux, qui sont les M23, parce qu'ils se disent des Congolais, il y a Corneille Nangaa, il y a d'autres personnes qui se disent des Congolais, et ils méritent seulement que la loi, la levée du moratoire, pour qu'ils soient traités, traduits devant la justice. Parce qu'aujourd'hui, ça a été démontré qu'ils ne sont que des marionnettes. Si c'est vraiment ils travaillaient pour le pays, pour le changement, pourquoi ce n'est pas eux qui sont représentés, qui sont allés en Angola pour chercher la paix? Pourquoi c'est un autre président d'un autre État qui va aller dans leur place? Ça montre que non, ce sont des Congolais assoiffés d'argent, assoiffés des intérêts privés du ventre et du bas-ventre, qui sont allés juste pour déranger ce pays pour leurs intérêts privés. Donc ça a été démontré à suffisance de preuves. Moi, ce qui me fait peur, c'est quoi, madame? C'est que demain, nous allons voir aussi le président angolais dire que non, les Batékés qui sont de l'autre côté, il vient aussi défendre les Batékés dans notre pays. Ou encore, nous allons voir au niveau de l'Équateur, la République du Centrafrique, le président de là-bas va venir aussi pour défendre les Équatoriens. Parce que si nous sommes pays frontaliers, les deux États côte à côte, ils peuvent se mélanger, ils peuvent avoir des enfants quitter de l'autre pays et venir ici. Dans le principe de Youssol et Youssangining, un enfant qui est né en RDC, il a la nationalité congolaise. Exact. Un enfant qui est né d'un papa congolais, d'une maman congolaise, il a également la nationalité d'un papa congolais et d'une maman, par exemple, rwandaise. Il a la nationalité congolaise. Donc, en d'autres termes, les Banyamulenge, parce que dans l'histoire de notre pays, lorsque la Belgique avait besoin de main-d'œuvre, il était allé au Rwanda, ils ont pris des gens pour les amener en RDC pour travailler les champs et occuper le pays. Alors, ils avaient ravi les cartes d'identité, on leur avait remis d'autres cartes d'identité tout en restant au Congo. Ils ont constitué une tribu particulière par rapport aux autres tribus qui existaient déjà. Aujourd'hui, ce sont des Congolais parce que les Rwandais qui étaient venus ont eu des enfants, ont eu des relations avec d'autres Congolaises et ça fait que ça crée un tribu. Et par rapport à cela, ce sont des Congolais. Est-ce que c'est vraiment à un président étranger de venir défendre les gens dans leur propre pays? Aujourd'hui, les Batékés, il y a d'autres Tékés qui sont un peu de teint noir, comme les Angolais. Donc on peut dire que non, le président angolais peut venir un jour pour réclamer que non, ce sont les ressortissants, ils doivent protection. Voilà pourquoi, madame, je dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas négocier avec le Rwanda dans une position où ses acolytes sont en train d'occuper Bunagana et les autres territoires. Donc s'il faut négocier avec eux, ils doivent retourner, laisser le pays dans sa totalité, et puis nous allons voir comment négocier. Mais je me pose la question, négocier sur quoi? Est-ce que vous pensez qu'avant qu'il y ait cette négociation, il faudrait d'abord que les territoires occupés soient rendus à la RDC, et c'est alors qu'il y aura possibilité on va parler de probable négociation? Effectivement, madame. Parce qu'on va négocier. Moi, je me demande, on va négocier sur quoi? Il y a l'offre, justement, donc le Rwanda, où on va parler du M23, vont mettre les territoires occupés sur la table, mais qu'est-ce que la RDC donnera pour qu'il y ait cette négociation ou qu'il y ait des avancées? Je me pose des questions. Il va donner le Rwanda quoi? Parce que nous sommes un pays souverain. Les minéraux que Dieu a mis sur notre terre, c'est pour nous. S'il faut signer des contrats partenariat gagnant-gagnant, nous allons les faire entre État et État. Alors moi je me demande, aujourd'hui nous avons un gouvernement mis en place de manière constitutionnelle. Bon, nous avons des institutions mises en place de manière constitutionnelle. Maintenant, on va négocier quoi? Parce que les Banyamulenge ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Maintenant, qu'est-ce que nous allons négocier avec le Rwanda? On va se dire quoi? Parce que ce que Dieu a donné au Rwanda, c'est pour le Rwanda. Ce que Dieu a donné aux Congolais, c'est pour les Congolais. Alors, lorsque nous allons nous retrouver tout autour d'une table, c'est pour parler de quoi? Qu'on vous donne une partie de la RDC ou qu'on vous donne quoi? Parce que le M23, il réclame la transparence, la gestion du pays. Parce que je suis souvent ces marionnettes, ils réclament la transparence, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Là. Ce sont des questions internes qui peuvent être gérées de manière interne. Mais lorsqu'ils nous réclament qu'on doit négocier, bon, j'attends voir le cahier des charges, voir si nous allons négocier sur quoi. Parce qu'à mon humble avis, je crois qu'il n'y aura pas de négociations dans lesquelles le Rwanda sortira avec une partie de la RDC. Il n'y en aura pas. Alors, vous n'êtes pas pour une négociation. Vous proposez quoi comme solution?
comme solution, l'efficacité d'un État s'est traduite par 3 axes. C'est-à-dire, notre pays doit rendre efficace le service de renseignement, rendre efficace la diplomatie, rendre efficace l'armée. Parce que l'armée va dissuader les voisins pour que nous puissions plus tomber dans ces mêmes comportements. Vous savez que la genèse de tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans notre pays, la genèse de cela revient depuis l'opération turquoise, depuis l'entrée de l'AFDL, depuis la mort de M. Laurent-Désiré Kabila, depuis les accords de 2009, depuis les accords de 2013. C'est ça l'entrée de tout ce problème que nous avons connu dans notre pays. Mais s'il faut faire des efforts pour changer cette situation, c'est seulement de consolider les efforts au niveau de l'armée pour avoir une armée qui peut dissuasif et persuasif pour permettre à ce que nous puissions protéger nos frontières. Sinon, un jour, nous allons nous réveiller comme ça, on va nous réclamer d'autres parties, parce que nous avons 9 pays voisins. Nous sommes le 2e pays du monde qui a plus de voisins. Après la Chine, je crois. Nous avons 9 pays voisins. Imagine que chaque pays voisin commence à nous réclamer quelque chose. Et nous allons nous retrouver dans quelle situation? Voilà pourquoi moi, je sollicite à ce qu'on puisse nous organiser à l'interne. L'organisation, la capacité organisationnelle, c'est la base du développement d'un pays. Ce n'est pas autre chose. Pendant 18 ans dans ces pays, on n'a pas formé l'armée. Grâce au chef de l'État, aujourd'hui, il y a plus de 40 000 jeunes qui sont dans la formation. C'est déjà une bonne chose. Pendant 18 ans dans ces pays, sous embargo... Est-ce que c'est suffisant pour cette armée qui doit vaincre l'ennemi? Vous venez de parler justement de 9 frontières à garder. C'est pas chose facile, c'est pas chose aisée. Donc l'armée doit bien vivre, mais les conditions sont réunies pour que l'armée congolaise puisse faire un travail efficace. On parle là de tout le plan, hein, pas que la formation, mais comment ils vivent cette armée, comment sont-ils pris en charge pendant qu'ils partent en guerre, comment est-ce qu'ils laissent leur famille, est-ce qu'ils partent avec, on va parler d'un état, ils partent en état fort, une mentalité forte pour dire que nous allons combattre l'ennemi et vaincre. Il n'y a pas d'autres soucis qui pourraient se poser parce que le gouvernement a tout mis en œuvre pour nous. Voilà. Vous savez, madame, en ce qui concerne l'armée, il faut savoir que dès 97, déjà en 97, on n'avait pas une armée efficace. Vous avez vu comment AFDL est entré si rapidement jusqu'à prendre la capitale. Depuis 97 à 2018, on n'a pas formé l'armée. Mais plutôt, nous avons procédé au brassage et mixage qui a fait de sorte que nous, on a ramassé des gens par-ci, par-là, et puis on a donné des postes de généraux, de colonels, et nous nous sommes retrouvés avec des colonels Pichou, des généraux Gaylor, et tous ces noms-là. Et on n'avait rien fait pendant 18 ans. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il a fait le premier mandat de 5 ans, deuxième mandat, il est encore au début. Mais dans les actifs du chef de l'État, dans le premier mandat de 5 ans, il a mis d'abord la loi d'habilitation, la loi de la programmation militaire, pour que l'armée puisse avoir un budget et de manière coordonnée et de manière répartie, premièrement. Deuxièmement, il a renvoyé d'autres militaires en formation. Troisièmement, il a travaillé pour que nous puissions enlever l'embargo pour permettre à l'armée de se procurer des armes pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons des drones qu'on n'avait pas et d'autres armes que nous commençons déjà à avoir. Quatrièmement, le chef de l'État a fait que les salaires des militaires avant et de maintenant n'est plus la même. Ne plus le même. Cette amélioration s'y sent quand même, cette amélioration positive, ça Madame, se sent. il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il a déjà commencé. Je crois qu'au deuxième mandat, il va encore augmenter. Il faut commencer quelque part. Et puis, il faut savoir une chose, que la rémunération des militaires, ça s'appelle solde. Pourquoi? Parce que c'est pour le cirage et d'autres éléments. Mais il s'est organisé pour que le militaire ne manque de rien. Vous savez qu'avec moi, pendant 18 ans, les soldats s'est procuré eux-mêmes leur tenue militaire. Et aujourd'hui, grâce au chef de l'État, les militaires ont des tenues militaires. Les militaires, maintenant, ont des hôpitaux. C'est suffisant ce que le chef d'État a fait jusqu'ici? Ce n'est pas suffisant, madame. Ce n'est pas suffisant. Mais il est quand même en train de faire quelque chose. Et aujourd'hui, les enfants des militaires partent à l'école. La femme d'un militaire peut aller à l'hôpital. La femme d'un militaire peut acheter les maïs à vil prix. Ils n'ont pas que des enfants qui étudient dans des écoles primaires où il y a la gratuité. Oui, les écoles, il y a la gratuité. Parce que je sais que vous faites référence certainement à la gratuité. Effectivement, madame, c'est parmi les acquis du chef de l'État. À l'université, ces enfants de militaires sont censés payer le frais académique comme tout autre enfant. Au fur et à mesure, nous allons y arriver par rapport à tous ces éléments-là. Mais il n'y a aucun pays au monde où on a mis la gratuité
à l'université. Il n'y en a pas. Mais du moins, le chef de l'État fait de sorte que les enfants des militaires se retrouvent dans de bonnes conditions. C'est un combat de chaque jour, mais il n'a pas croisé les bras. Donc pour dire que non, les conditions des militaires avant et maintenant, ça s'est amélioré. Et les équipements également. Il sait que avec les militaires, il y a l'armée des terres, force navale, force aérienne. Tous ces éléments-là, il faut former les gens-là. Il faut les former. Donc, en d'autres termes, le chef de l'État doit former tout le monde, alors que pendant 18 ans, on n'a rien fait. Et c'était fait à dessein. Parce qu'on voulait que l'armée de la RDC soit faible pour faciliter l'exploitation des mines à l'est du pays. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en train de combattre cela et est en train de se battre pour retrouver également, pour donner à notre armée sa lettre de noblesse. Mais quand vous dites que les conditions des militaires sont améliorées, alors ça s'est amélioré au point où les Wazalendo s'y voient quand même obligés d'apporter un appui fort au FARDC. Les Wazalendo sont des patriotes. Il faut savoir une chose, madame, que présentement, les 40 000 militaires sont en formation, mais les besoins s'imposent urgemment. Il faut savoir aussi une chose, que dans l'armée, il y a tellement de bon nombre de traîtres qui se sont infiltrés qu'il faudrait au moins un temps pour extirper les traîtres et puis faire fonctionner le pays. Maintenant, par rapport aux besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi le peuple patriote Wazalendo, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui stipule que lorsque un groupe de gens veulent prendre le pouvoir des forces, il est demandé à la population de s'élever contre ce groupe de gens. Et les Wazalendo se sont levés pour faire face à cela. On ne peut que féliciter, on ne peut que dire félicitations à ces gens-là. On ne peut pas leur blâmer. Moi, je crois qu'aux côtés de FARDC, les Wazalendo sont quand même en train de faire un grand travail. Aujourd'hui, il a été démontré à suffisance de preuves que dans un pays où on a changé au moins 4 fois les DG de l'ANER, on a arrêté au moins combien de DG, combien de directeurs de l'ANER dans des provinces, on a arrêté combien de généraux, combien de majors. Il y a même des majors qui s'est méconduits dans une province, mais qui est réclamé au Rwanda. Ça montre assez suffisance de preuves que non, les brassages et les mixages n'ont pas aidé ce pays à aller de l'avant. Et aujourd'hui, le Rwanda nous réclame. Il nous réclame quoi? Il ne peut pas défendre les intérêts des Congolais tout en se retrouvant, les Congolais qui se retrouvent au Congo, et il vient, un gouverneur d'un pays étranger, il vient réclamer les gens au Congo. Je crois que c'est un peu absurde sur le plan de logique. Ok, alors là vous avez épinglé l'aspect des mixages et brassages, notamment on va parler de l'infiltration au sein de l'armée congolaise. Maître Platini Badou, qu'est-ce que vous dites ou que pensez-vous du fait que durant ce régime, l'actuel président du bureau d'âge du Parlement, je parle bien sûr de M. Christophe Mbosso, demande aux élus leur index en disant qu'il serait temps pour eux de quitter le groupe armé. Tout au début de votre intervention, vous avez fait mention à Corneille Nangaa et tant d'autres, mais de ces élus qui ont siégé, qui voient comment est-ce que les décisions sont prises pour contrecarrer justement les pièges de l'ennemi. Ils sont là, ils prennent part, ils sont informés en avance. Est-ce que le problème ne vient tout d'abord pas de là? Et ensuite, on va parler de l'infiltration de l'armée. Vous savez, madame, lorsque on a négocié des accords en 2009 et en 2023, les accords avaient stipulé que le M23 devait obtenir au moins 40% des postes au sein de notre pays. Vous parlez de l'Assemblée nationale, moi je peux vous parler des autres institutions où ces gens-là se sont infiltrés, suffisamment infiltrés. Et lorsque un président de l'Assemblée nationale demande aux gens de quitter, il a raison et il sait pourquoi il le dit. Je vous donne un exemple. Mais est-ce qu'il suffit juste de le dire et on passe à autre chose? Vous savez, là nous entrons dans le domaine de droit. Dans le domaine de droit, lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose, il faut apporter les preuves. Mais ces gens-là travaillent de manière assez qui ne laissent pas de traces. Alors il faut être prudent et malin pour avoir des éléments pour l'accuser. Mais lorsque vous avez les soupçons, ou on appelle les indices sérieux de culpabilité, vous pouvez quand même inquiéter la personne. Il faut savoir une chose que madame, dans ces pays, moi j'ai suivi, je crois que c'était Claude Nyamurabou ou Robert comme ça à l'Assemblée nationale, en train de dire
en train de demander à la RDC de négocier avec le Rwanda. Si nous ne voulons pas, nous ne savons pas les conséquences qui vont venir. J'ai suivi l'extrait à l'Assemblée nationale. Vous imaginez cela? Alors, en quoi ça... Vous voyez maintenant que non, ça va en conformité avec le dire de Mbosso. Il n'y a pas que lui. Lorsqu'aujourd'hui, on arrête, par exemple, le directeur de l'ANER de la province de Nord Kivu, et avec ses adjoints. Lorsqu'aujourd'hui, Corneille Nangaa, qui était président de la CENI, vous imaginez un peu, président de la CENI, aujourd'hui se retrouve avec le 1-23. Moi je me demande, il se retrouve maintenant ou il était déjà avant? Ça c'est une question. Alors il y a une faiblesse quelque part au sein du gouvernement. La faiblesse était dedans. Depuis 97, depuis 94, il y avait déjà une faiblesse de notre côté. Pourquoi cela? Parce que à force de chercher à s'éterniser au pouvoir, les chefs d'État cherchent plus à conserver leur pouvoir en mettant de côté ou en cherchant à satisfaire les intérêts des autres pays qui lui garantissent le fait de rester au pouvoir. Et c'est ce qu'il avait fait avec le président Mobutu. Et il a été délogé, c'est vrai, mais la façon dont il a été délogé, le soutien que M. Laurent-Désiré Kabila avait obtenu a apporté aussi les malheurs de notre pays. Et ce soutien-là, le malheur-là a continué jusqu'en 2018. Et grâce aux patriotes, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, et nous sommes en train de nous battre maintenant pour mettre fin à cela. Mais ça fait 20 ans. Si on parle de 94 aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans. Est-ce qu'on peut tout changer en un instant? Non. Mais il faut aller mollo. Aujourd'hui, moi je suis d'accord qu'on puisse lever le moratoire contre la peine de mort par rapport aux traîtres et aux détourneurs. Je suis d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de trahir son pays. Il est en train, je prends l'exemple même de Corneille Nangaa, qui est en train de trahir ce pays. Et les gens qui sont en train de mourir là, à l'est du pays, c'est parce que lui, il réclame ses terrains miniers, ses carrés miniers. Vous imaginez un peu cela? À cause de vos carrés miniers, vous êtes passé de l'autre côté pour nuire à ton propre pays. Alors moi, je ne peux pas accepter cela. Donc voilà pour dire que la faiblesse a commencé depuis longtemps. Mais comment faire face à cela? On fait face à cela en mettant en place des mécanismes de justice pour permettre à ce que celui qui sera rattrapé dans ce genre de comportement sera sévèrement sanctionné. Vous êtes aussi un homme de loi, maître. Vous pensez que ces décisions de la levée de moratoire mettra réellement fin à ce problème de traîtrise? C'est un début. Il y a ce moratoire-là qu'on mette aussi le retrait de droits politiques. Le droit d'exercer la politique ou d'être gouvernant. Il faut qu'on mette aussi des mécanismes pour le retirer aux gens. Il faut encore serrer. Il faut encore serrer parce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui a détourné de l'argent dans la caisse de l'État et demain il postule encore, ou demain il est encore ministre, ou demain il a encore une autorité dans ce pays. C'est pas normal. Il faut commencer à retirer le droit politique aux gens qui se méconduisent lorsqu'ils sont à la place, à une parcelle de pouvoir dans notre pays. Très bien. Alors le problème date de 1997, oui, mais parlons un peu de ces régimes, maître Platini Mbadou. Quels sont, selon vous, les avancées que le pays a connues sous ce régime, justement dans cette question d'insécurité au Nord Kivu? Madame, il y a plusieurs avancées. Je peux citer la loi de la programmation militaire qui n'était pas avant pendant beaucoup d'années. C'est quand même un élément. On parle des actions concrètes menées sur terrain qui a fait que l'ennemi puisse reculer de quelques centimètres, parce que là on sait encore que certains de nos territoires sont encore sous occupation. Donc les avancées en ce sens-là. Le sac a été récupéré. Il y a le Sukhoi 25, il y a les drones qui sont en train de faire le travail. Il y a d'un côté les Wazalendo, de l'autre côté il y a notre armée qui est en train aussi de travailler ensemble avec le Wazalendo pour récupérer les localités. Il n'y a pas que ça, il y a aussi sur le plan diplomatique, nous sommes toujours en train de parler parce que... Vous pensez que la diplomatie a apporté des fruits? La diplomatie, ça va apporter des fruits. Ça va apporter des fruits, mais on est dans tout le champ. C'est-à-dire, en diplomatie, nous sommes là, nous sommes également sur le plan militaire et nous continuons à développer notre pays. Pour dire que non, si en diplomatie, s'il y a une porte de sortie, nous allons la voir, nous allons le suivre.
Par exemple, le chef d'État a donné une condition. Il a dit que pour négocier avec le Rwanda, ils doivent se retirer. D'abord, de toutes les positions. Donc pour moi, je crois que Willy, Bertin et Nanga, ils n'ont plus besoin de nous parler à la télé parce que déjà, on a déjà un porte-parole qui parle à leur nom et pour leur compte. Mais vous pensez que la diplomatie va porter des fruits dans les jours à venir? Je ne sais pas lire dans les boules de cristal, je ne suis pas non plus prophète, mais du moins je suis en train de voir comment ça va alors, évoluer. Que pensez-vous, pourquoi je pose cette question, de l'UE et le Rwanda qui ont conclu un accord important pour favoriser le développement de chaînes des valeurs durables et résilientes pour les matières premières critiques? Est-ce que la RDC a des alliés fiables sur qui elle peut compter? Vous savez, madame, ça fait plus de 20 ans que notre pays est exploité. Et il est exploité par les Occidentaux qui passent par le Rwanda. Et le Rwanda passe par certains Congolais véreux. Et cette situation a tellement duré. Et ça fait de sorte que le Rwanda était devenu un pays privilégié pour passer des accords de minerais. Et le Rwanda était devenu un exportateur de minerais qui n'a même pas sur son sol. Parce que il y a eu toutes ces ramifications-là. Alors, aujourd'hui, les Occidentaux ont investi au Rwanda et ils n'aimeraient pas voir que leur investissement soit coupé ou soit stoppé à la hâte ou de manière brutale. Leur souci, ce serait de maintenir le statu quo, de maintenir le système pour leur permettre de continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et voilà pourquoi un secrétaire d'État américain s'est déplacé pour empêcher la SADC de passer à l'offensive. Mais aujourd'hui, s'ils vont continuer dans ce chemin-là, nous, le peuple congolais, nous disons non. Même s'ils vont nous tuer tous là, nous allons prendre des armes pour faire face à ce genre de comportement. Il faut que les minéraux des Congolais puissent... que les Congolais puissent bénéficier de leurs minéraux. On ne peut pas accepter qu'un autre pays se développe au détriment du pays, des nationaux qui ont droit à ces minéraux. Voilà pourquoi, mais peu importe les contrats qu'ils peuvent signer, nous empêchons pas les gens d'aller investir au Rwanda, mais investissez par rapport à ce qu'ils ont à vous donner et non ce que nous avons, ils étaient en train de venir voler. C'est pour ça que quand le chef d'État a pris le pouvoir au début, il avait parlé des contrats gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Parce qu'il estimait qu'il avait vu que le Rwanda, l'Occidentaux avait investi au Rwanda. Il a mis des usines, des raffineries. Il a mis beaucoup d'éléments là-bas. Et chercher à couper ça directement, ça allait créer un conflit. Voilà pourquoi il avait fait une proposition d'accord gagnant-gagnant. Mais les gens qui sont habitués à la gratuité, ils auront du mal pour commencer à payer. Et voilà pourquoi la guerre continue aujourd'hui. Mais moi, je crois que... Alors, au regard de ça, est-ce que la vraie guerre, ça se fait avec le Rwanda ou ça doit se faire avec le Rwanda ou avec les Occidentaux? Madame... Parce que c'est eux qui tirent les ficelles. Le Rwanda, le budget national du Rwanda est financé à 50% par l'Occidentaux. Les vrais agresseurs, il s'agit bien sûr d'eux. L'armée rwandaise est financée à 75%. Donc, si on fait le syllogisme, notre adversaire... ce n'est pas vraiment le Rwanda, c'est les Occidentaux. Parce que celui qui a fait les déplacements pour aller empêcher la SADC d'intervenir, ce n'était pas un ministre rwandais, c'était un secrétaire d'État américain. Celui qui est allé en Afrique du Sud, ce n'était pas un ministre rwandais, c'était un secrétaire d'État américain. Donc pour vous dire qu'à ce moment, je crois que si le chef de l'État traîne même le pas pour déclencher certaines choses que les gens lui demandent, c'est seulement parce qu'il estime que non, celui qui est derrière le Rwanda, c'est celui qui est en train de tirer les ficelles derrière. Et celui qui est aussi, après le Rwanda, il y a aussi celui qui est devant le Rwanda, c'est-à-dire les Bertin, les Nanga et les autres. Ils sont en train de donner une justification au Rwanda pour continuer à nous agresser. C'est regrettable, mais c'est ça la vie. Très bien. Alors, voir aujourd'hui le Rwanda rejeter carrément, ou on va dire complètement l'appel des États-Unis, demandant le retrait de ses troupes et de systèmes de missiles dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que cela représente pour le peuple congolais? Vous savez... Si aux États-Unis, le Rwanda désobéit? Non, le Rwanda sait ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, la diplomatie du chef de l'État, c'est une diplomatie qui avance à pas de tortue, mais le résultat étonne. Au départ, il avait dit que je vais déboulonner le FCC. Les gens avaient cru que c'était juste des slogans comme ça, mais on a fini par voir que non, la FCC était réellement déboulonnée, avec le temps. Et le Rwanda aujourd'hui... Tout comme à la moindre escarmouche.
Non, moins d'escarmouches, les choses sont en train d'avancer par rapport à la situation. Mais c'était déjà une décision prise, hein, parce qu'on dit à la moindre escarmouche, réunir les deux chambres, c'est une décision. Mais est-ce que présentement il y a les deux chambres? Il n'y en a pas. Constitutionnellement, pardon, il n'y a pas encore les deux chambres présentement. Déjà, nous sommes d'abord dans l'étape de confirmation des mandats qui n'est pas encore finie. Le Sénat, il n'y a pas eu élection. On peut convoquer le bureau intérieur parce que la nécessité, au regard du problème, il y a déjà le bureau d'âge qui est là, le bureau intérieur est tombé. Parce que lorsque... Là, tu parles du Sénat. Je parle de l'Assemblée nationale. Moi, je parle de l'Assemblée nationale. Il y a déjà le bureau d'âge qui est là. Il y a M. Mbosso, il y a Bahati et AG. L'Assemblée nationale recourt au bureau d'âge. Quant au Sénat, on va faire appel. On va demander au bureau d'âge de siéger sur. Le président a demandé. Sur le la guerre à président l'est. alors qu'il savait que c'était pendant une période électorale et qu'il y aura changement de régime d'un gouvernement, voulais-je dire. Non, le président, lorsqu'il dit une chose, c'est parce qu'il est convaincu de le réaliser. Mais le problème avec notre pays, on peut diriger qu'avec le texte de loi. Alors, la situation actuelle ne lui permet pas de réunir les deux chambres. Mais donnez-lui le temps, il va le faire. Mais est-ce que pour vous, vous voulez la paix ou vous voulez à tout prix se battre avec le Rwanda? Le peuple congolais veut une paix durable, en fait. La paix durable va passer par on doit d'abord récupérer nos terres. Lorsque nous récupérons nos terres qui est entre les mains des Rwandais, sous couvert des Congolais véreux, c'est à ces moments-là qu'on peut penser à autre chose. Et moi, je crois que le plus important, c'est quoi pour vous? C'est nos territoires occupés ou c'est faire la guerre au Rwanda? Le Rwanda, s'il refuse de répondre à l'appel des Américains, ils se connaissent. Ils se connaissent. Nous ne pouvons pas entrer dans leur jeu. Nous sommes concentrés dans ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas besoin de vérifier s'ils ont répondu, s'ils ne vont pas mener. Non, c'est leur jeu. Et c'est dans ce jeu-là, c'est eux qui soutiennent le Rwanda à 75%. Okay. Donc ce sont des jeux que nous n'allons pas nous occuper de cela. Nous sommes concentrés, focalisés sur nos territoires. Ok, parce que vous dites qu'il faut d'abord récupérer nos territoires qui sont sous occupation des M23. Maître Platini, qu'en est-il de ça qui est maintenant sous menace justement de ces rebelles M23? Parce que je le dis tantôt qu'il y a eu une bombe qui est tombée hier, les après-midi, et a causé la mort d'un enfant et un autre enfant blessé. Vous savez, le territoire de Sake a été récupéré. Et les combats qui continuent, c'est les combats où le M23 cherche à reprendre Sake. Et vous savez, au niveau de Sake, il y a le mine de Mongachouchou qui est là-bas. Alors, les mines là fait couler beaucoup d'encre parce que les gens cherchent à le récupérer à tout prix. Alors nous aussi, les Ouazalou et les FARDC se battent pour que ce territoire ne soit pas récupéré. Et pendant la guerre, il y a des bombardements, il y a tous ces éléments-là qui peuvent se faire aussi. Là, nous sommes d'accord avec ça. Mais ce ne sont pas des choses à encourager. Alors moi, je crois que s'il y a des gens à reprocher aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont derrière les M23. Ces gens-là qui ont comme porte-parole pour Kagame. Ces gens-là qui se disent que non, nous voulons que notre pays puisse avancer, mais ils prennent les armes pour faire avancer le pays. Et avec un porte-parole d'un pays étranger qui est soutenu par les Occidentaux, qui dérange notre pays. Ce sont eux les traîtres. Le vrai traître de notre pays, c'est eux. S'il y a des morts à l'est du pays, c'est sous leur tête et la tête de leurs enfants. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, madame. Présentement, ce n'est pas la faute des Fachi. Ce n'est pas non plus la faute du gouvernement à venir, mais plutôt c'est la faute des gens qui ont trouvé comme solution d'aller prendre la guerre, d'aller prendre les armes pour tuer leurs semblables, soi-disant pour obtenir la paix ou pour obtenir la bonne gouvernance. Nous étions aux élections. La CENI a publié ce qu'il a publié. Cela ne veut pas dire que je vais aller prendre les armes parce qu'on ne m'a pas publié comme élu de Mongafula. Est-ce que c'est une raison? S'il faut tout le monde, tout frustré... Vous n'avez pas publié parce que vous n'avez pas été élu. Vous savez, je suis devant la cour d'appel. Parce que j'estime que j'ai été besoin d'aller prendre les armes. Les armes, dans ce cas-là, si c'est présenté justement à la Cour constitutionnelle pour faire entendre raison. Au niveau national, il y avait plus de 20 000 candidats ou 25 000 candidats pour 500 sièges dans l'ensemble du territoire national. S'il faut que les 15 000 candidats ou 19 500 candidats puissent aller prendre les armes parce qu'ils ont échoué aux élections, vous imaginez, nous aurons combien de groupes d'armées dans notre pays? Est-ce que c'est vraiment une raison pour justifier cela?
Et puis, si Corneille Nangaa n'a jamais été un homme d'affaires dans ce pays, parce que nous nous connaissons. Il est arrivé président de la CENI, nous avons tous entendu le prophète Denis Laissy en parler, qu'il a été ramassé, amené, nettoyé, et puis amené devant le chef Joseph Kabila pour qu'on fasse de lui le président de la CENI. Il n'a jamais été un homme d'affaires. Il a trouvé les carrés miniers comment et où? Là, l'heure n'est pas, vous pensez, à la réflexion de pistes de solutions pour finir ou résoudre le conflit dans la partie est de la RDC, plutôt que d'indexer encore le doigt aux Congolais qui ont rejoint le groupe rebelle. La solution, c'est quoi, madame? La solution, c'est le renforcement de notre force militaire. Parce qu'un pays qui est fort militairement, même les voisins vont vous respecter. Parce que alors, il faudrait se concentrer sur ça, sur des pistes de solutions. Voilà pourquoi je vous dis, on se concentre sur les pistes de solutions, mais aussi on réfléchit comment nous sommes tombés dedans et comment éviter que nous puissions retomber encore dans ce genre de comportement. Il faut renforcer l'armée, renforcer le service de renseignement. Pour moi, il faut même commencer à limoger toutes ces personnes-là. Parce que le service de renseignement est tourné vers l'étranger. Le service de renseignement devait avoir des renseignements pour l'avancement de notre pays. Mais si le service de renseignement est là pour donner des comptes rendus à l'étranger, c'est que nous sommes dans un pays qui est ouvert, où en cas de pluie, nous serons tous mouillés. Et non, au niveau de la diplomatie, que nous ayons des bons diplomates, que nous n'ayons pas des gens qui vont aller signer des contrats comme ceux qui ont été signés en 2009, en 2013, il signe, on lui reproche même auprès de Obasanjo pour dire que non, monsieur, tu sais que tu es en train de signer, tu sais ce que ça va payer. Il dit non, on va signer, c'est pas un problème. Très bien. Donc on va éviter ce genre de diplomates et puis renforcer l'armée et c'est la mer. Vous êtes Congolais, on réfléchit pour le bien-être de tout le Congolais. Pour résoudre cette crise, l'opposant Martin Fayulu, lui, propose le transfert des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et deux alliés démocratiques de ZADF, on va dire, hors territoire congolais. Il faudrait carrément leur faire partir de tous les territoires congolais et cela résoudra le problème. Oui, on peut faire partie avec la force de feu. Et puis, il y a un élément, madame, que je ne maîtrise pas, même au sein de l'Union sacrée. Les gens qui se disent grands politiciens, ils ne se prononcent pas sur la guerre à l'Est. Moi, je trouve ça un peu suspect. Même les opposants de notre pays, beaucoup de gens ne se prononcent pas. On aurait voulu voir les gens qui se disent grands politiciens dans notre pays, qui se disent opposants, qui se disent même majorité, Union sacrée, passer à la télé, dénoncer, non seulement passer à la télé, mais même écrire, tweeter, pour donner position. Parce que ce sont des leaders. Derrière eux, il y a des gens qui leur suivent, il y a des gens qui leur prennent comme des modèles. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Parce que la stratégie du Rwanda, c'est quoi? Il a recruté non seulement infiltré, mais il a également recruté d'autres Congolais amoureux de l'argent pour qu'ils commencent à travailler, non pour l'intérêt du pays, mais pour les intérêts des Occidentaux. Vous entendez que ces politiciens-là qui ne s'expriment pas à la question sont, entre guillemets, recrutés par le Rwanda? J'ai réfléchi à haute voix, madame. Parce que moi, je trouve ça un peu suspect. Moi, je suis en train de me prononcer pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec cette agression. Je veux que les rebelles rentrent chez eux. S'il y a des problèmes à gérer à l'interne, nous allons gérer entre nous. Je le dis. Mais eux ne disent pas pourquoi. Derrière moi, c'est vrai, il y a des gens. Mais derrière eux, ils ont plus. Ils s'attendent à des pistes de solutions vraies qui va finir la guerre. Le dire, c'est bien bon, mais l'action, le résultat final, ce sont des leaders d'opinion. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens deviennent leaders d'opinion par-ci, par-là. Mais eux, les Congolais, ils ne réagissent pas forcément parce qu'il y a eu des leaders qui s'est prononcé. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu pléthore de démarches et les gestes de la main sur la bouche et les doigts à la tempe pour dénoncer justement ce crime. Démarches politiques. Ils n'ont pas été. Vous avez vu un opposant faire ça? Vous avez vu Moïse Katumbi faire ça? Ils l'ont dénoncé autrement. Il y a plusieurs actions engagées pour dénoncer la crise. Vous avez vu un tweet de Moïse Katumbi sur cette question-là? Vous avez vu des tweets de d'autres opposants que je vais vite citer le nom ici qui faire ça? Même aussi le débat doit tourner autour de ça, au moment où il y a des vies humaines qui Madame, on a besoin de l'unité. On a besoin de l'unité. Et il réclame cette unité également. Non, l'unité, il faut le manifester. Vous avez vu les gestes des joueurs à la CAN? C'est ça l'unité dont nous voulons. Que les politiciens aussi se soudent. Qu'on voit des politiciens en train de se prononcer sur cette question-là.
Parce qu'ils sont politiciens dans notre pays, ils sont opposants ou majoritaires dans notre pays, qui est la RDC. Nous devons connaître leur position. Vous avez vu Roubert à faire ça? Ou Azarias Roubert à faire ça? Ou Niaboura à faire ça? Ils sont congolais. Bon, moi je sais qu'il est congolais. Hein. Mais est-ce que vous l'avez vu se prononcer sur ce qui se passe à l'est du pays? Il est congolais, non, madame? Il est congolais, non? Dis-moi un peu la vérité. Il est congolais. Mais pourquoi il ne se prononce pas? Soit on est infiltré réellement, soit on ne l'est pas. Soit on a recruté aussi dans notre pays. Parce que moi, je crois qu'un Congolais patriote, il ne peut pas accepter qu'il y ait des morts chaque jour. Il faut que les gens se prononcent. On a besoin que nous puissions entendre. Moi, j'attends. Vous savez, lorsqu'on a parlé de la CENI, il y a eu des marches au niveau de la CENI. Parce que les gens voulaient beaucoup devenir... plus du côté de l'Union sacrée. Les gens voulaient devenir des autorités dans notre pays. Oui, c'est bien devenir autorité. Maintenant, je vous attends. Il faut qu'on marche. Cette nuance-là, vous ne l'avez pas fait. Quoi, c'est quelle nuance? C'était beaucoup plus du côté de l'Union sacrée quand on parle des résultats, en fait. Non, les gens marchaient avant même les élections. Je me rappelle encore, lorsqu'il fallait dire que non, Tolingi Kadimate, il y a eu des gens qui se sont regroupés pour dire que Tolingi Kadimate. Lorsque les gens disent que Tolingi Constitutionnel était, il y a eu des gens qui se sont organisés. Mais ils ont marché aussi pour la question de l'Est, bien avant les élections, où la reprise des hostilités a sacré. Présentement, là, les choses vont dans le sens où l'Amérique s'est prononcée. Il a envoyé ses émissaires dans les pays, tous les pays membres de la SADC, pour solliciter à ce qu'on puisse négocier à tout prix avec le M23 afin que leur hégémonie puisse continuer. C'est à ce moment-là que moi je suis en train de parler. Et c'est à ce moment ici que nous avons besoin de l'unité. Alors j'attends qu'ils puissent se prononcer. J'attends écouter ce qu'ils vont dire. Parce que moi j'attends que ça. Mais s'ils ne se prononcent pas, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que dans notre pays, nous savons qu'il y a eu des recrutements. Vous imaginez un porte-parole de gouverneur militaire qui a été arrêté. Un porte-parole arrêté. Un magistrat arrêté, un avocat arrêté. Mais finalement, on a recruté partout. Parce qu'un avocat, un magistrat, porte-parole, tous ces gens-là, ils ont été recrutés quand? Voilà pourquoi je dis que nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin que ce pays puisse aller de l'avant. Le chef de l'État a besoin de nous. Maintenant, ce n'est plus question des élections. Les élections sont déjà passées. Maintenant, la question est sur l'unité nationale. Que nous puissions nous mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors. Ce n'est plus question des appartenances politiques. Oh, je suis de l'opposition, je suis de la majorité. Non, c'est le pays que les ancêtres nous ont légué et nous avons besoin de ça. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, dames, je rappelle que vous êtes en direct de votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, faute du courant, mais alors, avant de finir totalement, je l'ai annoncé de l'entame de cette émission, qu'il y a eu des consultations qui ont commencé. Les travaux sont menés par l'informateur qui a été désigné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit bien sûr de M. Augustin Kabouya, le député, en vue d'identifier une majorité présidentielle dans la nouvelle Assemblée nationale. Et tour à tour, nous voyons comment est-ce que les représentants de partis politiques et regroupements s'y présentent, répondent à l'invitation leur adressée. Mais la grande question, c'est qu'attendre de ces travaux et aussi quel portrait dresser pour le gouvernement à venir? Parce que le travail consiste justement à dénicher, justement aboutir à la formation d'un gouvernement de la cohésion nationale. Vous savez, je crois que nous avons déjà la majorité. Nous avons déjà la majorité. Et ce que les gens sont en train de faire, ils sont juste en train de confirmer leur appartenance à cette majorité-là. Parce que l'informateur est là pour dénicher la majorité afin que le chef de l'État puisse choisir un Premier ministre qui va former le gouvernement. Et je crois que l'Union sacrée a déjà la majorité. Et je crois qu'on attend beaucoup du Premier ministre à venir. On attend qu'il soit un technocrate. Non seulement un technocrate, mais aussi qu'il soit un homme de terrain, un homme de contrôle. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les tâches et puis il reste dans son bureau en train de regarder. Il donne des tâches, mais il coordonne et il fait les suivis de tout ce qu'il a donné comme tâche. C'est très important. Parce que si il ne fait pas cela, nous allons nous retrouver dans une situation où vous donnez les directives, mais les gens ne respectent pas et vous n'êtes pas non plus informés.
C'est ce qui dérange un peu dans notre pays. Et il faut savoir aussi une chose, que nous voulons que les gens qui sont élus députés restent députés. Que nous n'ayons pas de gens qui doivent cumul des fonctions. Il est député national, provincial, PCA, sénateur. Non. Une caisse, c'est-à-dire la caisse de l'État, ne peut pas payer à une personne au moins 5 fois. Nous savons le système. Il est candidat, son fils est premier suppléant, sa femme deuxième suppléant, ainsi de suite. Nous connaissons le système. On ne peut pas se retrouver encore dans ce genre de situation. Et puis, il faut savoir une chose, que l'informateur, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a de la compétence, quelqu'un qui a de la qualité. Et je suis sûr et certain que lui-même avait dit que dans moins de temps, il va finir son travail et puis il va présenter les choses devant le chef de l'État. 1 mois pratiquement. Dans 1 mois pratiquement renouvelable, mais lui, il avait dit qu'il va faire un mois passer le gouvernement, on en a besoin. Et puis il faut savoir que nous devons nous concentrer sur ce qui se passe à l'est du pays. Le premier ministre qui va venir, il doit se concentrer sur cela pour faire avancer les choses. Il y a des compétences, il y a moyen de mettre fin à cela, il y a moyen de faire avancer les choses et nous comptons sur ce choix-là et ça va faire de sorte que les choses changent. Très bien. Alors, selon certaines indiscrétions, on reprocherait aussi à l'Union sacrée de vouloir blanchir certains opposants en organisant ces consultations. Vous savez, dans notre pays, je ne sais pas s'il y a encore l'opposition dans notre pays, parce que l'unique parti de l'opposition, c'est toujours l'UDPS. Tout en étant au pouvoir, mais il est aussi dans l'opposition. Parce qu'il y en a pas au résultat des élections. Non, parce que en fait, dans notre pays, je ne sais pas s'il y a encore une opposition. Qui est opposant dans notre pays? Mais l'UDPS est opposant par rapport à quoi? Parce que l'opposition, c'est un état d'esprit pour l'UDPS. Après 32 ans dans l'opposition n'est plus, ce n'est plus devenu quelque chose qu'on a l'habitude, non, une majorité, c'est les gens qui dirigent l'opposition, non. Et ils ont imprégné cet esprit d'opposition. Donc vous avez constaté, même à l'UDPS, même dans le regroupement UDPS, il y a des affaires devant le cours de tribunaux où vous retrouvez l'UDPS contre l'UDPS. Donc ils ont imprégné cela en eux. Et la méritocratie prime toujours dans chaque chose. Les contentieux électoraux. Dans les contentieux électoraux, voilà. Et puis, il faut savoir aussi... là, c'est là qu'il y a opposition au niveau des... Mais même partout. Parce que, imagine un peu le ministre du budget qui avait dénoncé le détournement de la francophonie. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il a dénoncé le détournement de la francophonie. C'était pas le ministre Nicolas. C'était qui? Parce que lui, il est venu en réponse quand ils ont parlé des budgets exorbitants en fait, qu'a coûté ce travail. Il est venu pour éclairer que le monsieur, l'organisateur, qui avait parlé de ça? C'était aussi un membre de l'UDPS. Si ce n'était pas le ministre, c'était aussi un membre de l'UDPS. Vous voyez que non... C'est une information qui est sortie sans l'idée de vouloir dénoncer quoi que ce soit. Non. Mais ce qui est sorti, c'est ça la dénonciation. Non, c'est ça en fait dénoncer. Pas sur le plan juridique, mais sur le plan oral, c'est ça dénoncer. Donc, dans l'UDPS, je ne suis pas membre de l'UDPS, mais du moins, j'ai fait un constat. Je suis de l'essor de la République, nous sommes alliés à l'UDPS, mais du moins, c'est un constat que non, dans notre pays, il y a tout cela. Merci beaucoup, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je salue Banano Samon Afoula, je vous aime beaucoup. Je sais que j'avais dit récemment, vraiment sur ce plateau, que nous sommes en train d'organiser des formations à coupe et couture, hôtellerie. Non, c'était sur le plateau d'Interface. Et voilà, et coupe et couture et hôtellerie, il faut aller vous faire inscrire au siège de la fondation. C'est l'avenue Kalimo numéro 1, croisement Kidiambu Kalimo, arrêt terrasse, entrée Mankoko. Donc là-dessus, il y a le secrétaire général vous attend, il va vous enregistrer. Je vais également créer une section au niveau de Mideda où je vais aussi enregistrer tout le monde pour participer à la formation. Un mot sur la bombe qui est tombée à Saké. Par rapport à la bombe qui est tombée, madame, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai, nous sommes en guerre avec les terroristes, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais les morts que nous sommes en train de compter sont sur la tête des Nanga et de ces colistiers. Parce que eux, ils savent que... C'est pas Nanga qui a la décision. C'est Nanga. D'en finir avec la guerre. Non, finir en guerre avec la guerre, il faut accepter n'importe quoi et le chef de l'État n'en veut pas. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs de CML 13 Télévision et du magazine CML chez vous, d'avoir réitéré votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne. Merci. Au revoir et à demain.